Ça semblait être des lignes directrices, sauf que ça s'avérait être plusieurs orientations, quoi. Il y a des sujets assez spécifiques, comme sur les marchés, des choses comme ça, c'était assez cadré. Puis pour d'autres, sur l'usage des infrastructures sportives, l'accompagnement des associations, ça n'a jamais été vraiment clair, quoi. Donc, ce qui n'était pas clair, c'était que, en fait, on nous disait non, mais si on démontrait qu'on mettait en place le protocole sanitaire, on nous disait oui, quoi. Ça, des fois, c'était assez compliqué à gérer. Alors, dès le début de la crise, peut-être pas, juste un petit peu après. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a reçu des instructions jusqu'au 11 mai, date à laquelle il y a eu la sortie de confinement, touché plusieurs aspects. Et à partir du 11 mai, on a été presque matraqué par des protocoles, des instructions diverses. On n'a pas vraiment eu le choix, en fait. Je pense que les orientations nous ont été données, il fallait appliquer. On n'avait pas vraiment de marge de manœuvre. Dès le début de la crise, je crois que le pouvoir central, il a été un peu comme nous, un peu démuni. Ouais, des grands axes, mais pas de vraies règles posées. La seule vraie règle qui est arrivée, c'est le 17 mars, quand on nous a dit on sait le confinement, surtout la première semaine où on nous a dit on ferme tout. Ça a été de protéger la population et de protéger au niveau des services publics tout en continuant à faire fonctionner des services publics. En tout cas, nous, on l'a ressenti plutôt comme une ligne de conduite et qu'on a, nous, strictement appliqué. Et c'était une volonté du maire, président de l'agglomération, de respecter impérativement ce que nous disait l'État. Donc, ni plus ni moins que ce que nous disait l'État. Il nous a quand même empêché de faire quelques erreurs qui ont pu être, à mon avis, commises dans d'autres collectivités, avec des couvre-feux qui ont été mis en place. On s'est d'abord réunis pour les lire, pour bien les comprendre, pour essayer de les interpréter et voir quelles pourraient être les applications de ces notes vis-à-vis effectivement de nos agents, pour ceux qui étaient dans des services qui devaient rester ouverts, des services essentiels, et puis en ce qui concernait par exemple les commerçants et la population générale. Donc au fur et à mesure qu'on affinait les préconisations que nous avions, on essayait de les adapter le mieux possible en essayant de répondre aussi à ce qui nous était demandé. Est-ce qu'on a été accompagné dans la mise en œuvre des mesures? Non, parce que c'est quand même un exercice inédit aussi. On a appris un peu sur le tas, pardon pour l'expression, mais il a fallu effectivement aussi se mobiliser de ce que nous savons faire au quotidien pour se réorganiser. Ce qui a été sûrement le plus difficile, et c'est important de le dire pour aussi en tirer effectivement une expérience, c'est sûrement peut-être la lenteur parfois des services de l'État entre les discours du lundi, les précisions du mercredi et la publication de tous les textes, décrets, arrêtés sur le site ministériel le lundi suivant. Bien évidemment qu'on est rattaché aux consignes que l'ARS va nous fournir, va nous envoyer. On suit les recommandations et l'accompagnement par l'ARS. Bien sûr qu'on s'est d'abord basé sur les décrets qui étaient relativement clairs sur ce qui était autorisé ou non, en particulier en matière d'ouverture, fermeture, de type d'établissement. Et puis ensuite, on avait demandé à chaque directeur et chef de service d'être en veille sur, notamment avec leur réseau, sur les protocoles qui pouvaient être appliqués. Et donc les recommandations finalement... Les circulaires, ça dépend comment elles arrivent, parce que des fois elles arrivent en termes de circulaires, d'autres fois elles arrivent en termes de décrets. Et là c'est deux choses différentes. La circulaire peut être des recommandations, le décret est posé, c'est qu'on l'applique. En fonction après les circulaires de recommandations, les multiples circulaires pouvaient arriver de plusieurs endroits, avec plusieurs interprétations. Préfecture, ARS, sous-préfecture, des fois ministère. La base est la même, mais des fois, il y a un peu de variante. On a essayé de faire avec du bon sens. C'était pas facile, c'était pas clair. Et suivant qui le lit, il y a un grand écart manifeste. Quand on regarde ce qu'il fallait appliquer sur les règles sanitaires dans les écoles, soit on fait du zèle et à ce moment-là, on n'a plus personne dans les écoles parce qu'on n'a plus les moyens financiers de nettoyer, soit on reste dans les clous, la protection des enseignants, des enfants, etc. Et on n'a pu fonctionner, quoi. Nous avons fait notre lecture, que nous avons partagée avec le DAZEN, avec les enseignants et les parents, et ça a fonctionné, quoi. Mais je suis pas sûr que si on avait eu une lecture avec le sous-préfet, on aurait été d'accord sur tout, quoi. On a quand même la chance d'avoir des juristes au sein
de l'administration qui nous permettent également de décrypter parfois ce qui peut être difficile à interpréter au premier abord dans les discours et dans les différentes circulaires qu'ont pu faire le gouvernement pendant cette crise. L'exemple qui me vient sur l'ouverture, l'ouverture des dimanches qui était un peu décrétée par l'État, et finalement ça se passe pas comme ça se décide pas d'en haut, c'est-à-dire que voilà, il y a des concertations à avoir avec les commerces, les institutions locales. Du coup, là, ça a été un peu complexe d'avoir cette injonction d'ouvrir le dimanche, alors que en fait, c'était pas possible de le faire. Ce que l'on a fait, tout simplement, et les uns comme les autres, on a fait, je dirais, un bon père de famille, à adapter la meilleure des solutions pour notre territoire, pour notre commune. Alors peut-être que celui qui aurait pu et qui a créé un doute à un moment donné, peut-être le plus important et pendant l'été, ça a été notamment tout ce qui était en termes d'animation, de rencontres, de festivals, sur la taille de l'animation et du festival que l'on pouvait faire. Ça a été vraiment la difficulté de savoir si on pouvait faire, pas faire. Oui, on a eu des difficultés dernièrement, lors du deuxième confinement. On a un parc mais qui est à l'extérieur de la ville d'Agen, qui est sur une autre commune, une autre ville, la ville de Boé. Et en l'occurrence, cette commune-là voulait utiliser le pouvoir de police du maire pour le fermer, considérant que peu d'habitants à moins d'1 kilomètre. Nous, on n'était pas en phase là-dessus parce qu'on considérait que le décret qui devait s'appliquer consistait à laisser ouverts les parcs et jardins. On a sollicité les services de la préfecture et là, en l'occurrence, ils nous avaient confirmé effectivement qu'il fallait que le parc reste ouvert. Puisque le décret s'appliquait et que le pouvoir de police du maire ne pouvait pas s'appliquer quand le décret s'appliquait. Il n'y a pas de coordination, pas de concertation. Le pouvoir central décide, impose, mais ne mesure pas toujours les contraintes ou la remontée qu'on peut avoir de pragmatisme des maires au quotidien. Et quand on nous annonce le vendredi des choses à mettre en place pour le lundi, franchement, je sais pas comment on peut faire, quoi. Dans les petites collectivités comme les nôtres, nous, on n'a pas les moyens. C'est difficile de dire qu'il y a eu des lacunes. Il y a bien sûr justement des erreurs de fait, peut-être des absences de précision, parfois des défauts de réactivité. C'est ce qu'il a pu nous manquer effectivement de la part des services de l'État quand la commune, elle, est en capacité d'être active parce qu'elle maîtrise et elle connaît les personnels qui sont en capacité de se mobiliser. On est sur un territoire où on joue au rugby ici. On avait le droit d'organiser un match de rugby. Et c'est vrai que le match de rugby, il me semble que c'est un sport de contact, qu'on a le droit de rentrer en contact, etc. Par contre, tout d'un coup, on n'avait absolument plus le droit de se doucher, même si on respectait des consignes de séparation dans les douches. Et par contre, ils avaient le droit d'aller à l'hôtel, à plusieurs, dans un bus, etc., se doucher. Moi, j'ai un exemple très concret que sont les masques pour les enfants, qui tombent dans une conférence de presse d'Olivier Véran et Jean Castex, à laquelle on n'était absolument pas prêt, ce qui fait qu'en termes d'adaptabilité, on a mis 3 semaines à obtenir les masques après commande directement le lendemain pour pouvoir techniquement rentrer dans les cadres de la loi et dans les clous pour les enfants dans les maisons de quartier notamment. Par rapport à la mesure qui était un socle commun, par rapport à nos écoles. Voilà un exemple par rapport à notre réfectoire de restauration. On n'a pas tous les mêmes réfectoires, on n'a pas tous les mêmes cours de récréation. Et ça a été un moment un peu, pour tout le monde, un moment de panique. On a parfois dû prendre des initiatives, toujours dans le cadre des décrets, mais les recommandations n'étaient pas forcément présentes. Par exemple, les aires de jeu, les choses n'étaient pas claires sur les aires de jeu, fallait-il les fermer? Voilà, ce type de questions, en l'occurrence, on avait laissé ouvertes les aires de jeu, on a eu une fréquence plus importante en termes de nettoiement. Moi, je suis légitime, mais je suis pas compétent. Voilà, même si je peux avoir à titre personnel des interrogations, dire que c'est peut-être mal coordonné, ça, je pense que c'est légitime. Je vais pas être plus fort que l'État, quoi. C'est pas mon rôle. En revanche, on n'a pas pris d'arrêté pour dire, voilà, sur le marché, mettez le masque. On a fait des recommandations. On a fait confiance à la population, donc j'ai plutôt fait moins, quoi. Et ils le mettent tous. On a pu prendre effectivement des mesures qui complétaient les protocoles qu'on nous demandait d'appliquer, mais parce que justement on essayait d'anticiper, voire attendre quelque chose qui nous en demanderait plus. On a demandé par exemple le port du masque obligatoire dans les marchés. Le port du masque dans les rues très passagères du centre-ville, donc rue du marché, autour du marché, c'est une décision qui a été prise par la municipalité, oui, avant que ça devienne obligatoire un peu partout. On a fait fermer des centres dans
le cas de cas avérés de Covid-19. Pendant la période entre, disons, la fin du premier confinement et le deuxième confinement, nous n'avions à ce moment-là pas réellement de directive de l'État à partir de combien on fermait le centre. Et on avait pris la décision avec le centre de Saint-Éloi de le fermer une semaine suite à 4 cas. On n'a pas imposé le port du masque et je n'ai pas été tenté. Absolument pas. Par contre, on a dû faire des propositions allant au-delà, à la demande notamment des préfets. Je pense à l'ouverture des marchés. On a proposé, par exemple, très rapidement, d'organiser une sorte de drive. On a dû rédiger nos propres protocoles pour l'organisation des marchés de plein vent, mettre en place des gestes barrières et de les contrôler derrière. Oui, donc j'ai la chance d'être bien entouré. Moi j'ai des proximités politiques avec le président du département, Jean-Luc Glaise. J'ai la même relation avec Alain Ziani. Eux ils sont armés, un département où Mérignac, métropole, enfin ils sont armés derrière, mon coup de bigot. Moi je suis une petite commune, j'ai pas les ressources, ils ont été là quoi. Il n'y a pas eu de comité scientifique comme on a pu l'avoir à Grenoble. C'est sûrement une bonne idée, mais que nous n'avons pas retenu ici effectivement pour rester sur une gestion beaucoup plus serrée et peut-être aussi plus réactive pour le coup. Mais avec un niveau d'information très précis dans la mesure où le maire de Pessac travaille au CHU. Non, notre doctrine c'était l'État rien que l'État. Nous ici, Langon, c'est la sous-préfecture. Donc nous, on a le sous-préfet qui était à côté avec un sous-préfet qui vraiment voulait appliquer un peu plus que ce qu'on demandait. Donc c'était assez contraignant. On n'a pas toujours la même lecture des documents. Ça a permis quand même de pouvoir rapprocher les collectivités territoriales et les préfectures. On devait avoir ce dialogue qui était important sur la notion d'ouverture ou de fermeture des marchés. Ça nous permettait quand même d'avoir un lien avec la préfecture, ce qu'on n'a pas forcément toujours quotidiennement. Là, c'était quasiment quotidiennement. Et ça a permis au moins de pouvoir créer ce lien peut-être de façon un petit peu plus resserrée. Toujours eu une discussion, puis un échange d'informations dès que nécessaire. Je crois que ça se passe plutôt bien. On a eu plus de contacts et puis je pense que la préfecture a besoin, comme le gouvernement, des élus locaux. Les fantassins de la République, vous les avez sur le terrain. Après, moi, de par ma fonction de président des maires ruraux de Gironde, bien entendu que j'avais plus de contacts pour pouvoir faire suivre les recommandations, faire suivre des informations auprès de mes collègues. Oui, considérablement. On a eu la chance en Lot-et-Garonne d'avoir une préfète qui a très rapidement pris l'initiative d'associer les EPCI au COD. C'est un COD élargi, donc on avait toutes les forces vives de la protection civile. Et donc ça, c'était tous les jours, y compris samedi, dimanche. Évidemment que ça, et il y avait le département aussi, ça a changé nos relations. On regardait un petit peu ce qui se passait aussi autour de nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait une idée qui pouvait sembler intéressante à mettre en place, qui répondait bien aux attentes, qui permettait de la proximité, de la solidarité, oui, tout le monde s'en inspirait. Hein. Notamment sur la distribution des masques, et on s'est inspiré aussi des bonnes pratiques effectivement sur ces centres de distribution pour remettre les masques. Voilà. Et inversement, nous avons été sollicités pour donner quelques informations sur quel était notre mode opératoire. Oui, par exemple, la possibilité pour la période de Noël, aux commerçants, quand ils ont pu rouvrir, de pouvoir mettre des étalages devant les magasins, par exemple, pour faire le stand de paquets cadeaux. Et ça avait déjà été, ça s'était lancé à Paris. On s'est bien entendu inspiré, notamment au moment où on a réouvert les écoles. On a essayé de regarder ce qui se faisait ailleurs. Et après, plus localement, nous, on a la chance d'être sur un petit territoire où je m'entends très bien avec la mairesse de Bazas, Isabelle Dexpert, qui est aussi conseillère départementale, le binôme de Jean-Luc Glaise, et sur la Réole. Et donc, comme on est sur des typologies un peu communes, sur les marchés, etc., on se concertait avant et on essayait de mettre en place la même chose. Et comme moi, j'étais la sous-préfecture, souvent, je l'appelais en disant, je vais faire ça parce qu'ils me contraignent. Donc, si on peut faire la même chose sur les réunions publiques, sur les manifestations sportives, les manifestations culturelles. Je suis président de la communauté de communes depuis le 9 juillet.
J'ai développé cette pratique-là politique sur la communauté de communes et je faisais savoir à tous les collègues maires, oui, ce que je mets en place. Une coordination proposée par la métropole avec différents groupes de travail, dont la réunion hebdomadaire entre les DGS, réunion au cours de laquelle on mettait en commun notre compréhension de la réglementation. On partageait nos pratiques logistiques et on partageait aussi nos craintes et nos difficultés pour essayer d'améliorer notre façon collective de gérer, chacun revenant sur son territoire avec ses spécificités et l'appliquant malgré tout comme il le souhaitait. Il n'y avait pas de normalisation métropolitaine sur le territoire, mais il y avait quand même une mise en commun des difficultés et des pratiques et de la compréhension des situations. Moi, j'ai eu des contacts avec Marseille et à Lyon. L'objectif de ces réunions n'était pas l'adaptation au Covid-19, mais pas de manière directe. On n'a pas fait de réunions. Il y a eu des réunions avec les élus au commerce de la mairie de Rouen et de Nantes. Ils ont mis en place une plateforme de e-commerce. On discute entre nous, on a des réseaux. Et à un moment donné, on a une zone d'ombre, de doute. On appelle le collègue de la commune d'à côté, on se voit, on échange. Donc c'était des coups de téléphone les uns les autres. Comment tu le vis? Qu'est-ce que tu as fait? On était en lien, moi j'étais en lien avec les DGS de pas mal de collectivités. On a des groupes WhatsApp. Dans notre groupe, il y avait le DGS de la ville de Creil. Creil qui a été la première collectivité finalement confinée, 15 jours avant tout le monde. Donc évidemment que on se partageait des informations et qu'on essayait d'avoir pareil, pas forcément une doctrine commune, mais en tout cas de se poser les questions ensemble. Ça a été très informel pendant tout le confinement. Après le confinement, on a eu des réunions en visio avec tous les présidents d'agglomération. C'était à l'initiative du conseil régional. C'était sur une thématique qui était vraiment l'économie. On en a profité bien évidemment pour évoquer d'autres domaines comme le transport, etc. Mais de manière formalisée, c'est uniquement comme ça qu'on a eu des relations avec les autres agglomérations. Ici à Langon, on a un hôpital. L'ARS, donc comme on a fait partie, l'hôpital de Langon, on a mis en place de suite le principe du test. Bim, on avait mis un drive. Comme quoi, les couloirs de l'information sur l'ARS, ça marche pas super bien, parce qu'après, ils m'avaient interpellé pour voir si on voulait installer en ville un truc pour faire des tests. Donc, on a des liens, qui n'ont pas été, simples, parce que c'était, je pense, très compliqué pour eux à gérer, quoi. Là, je ne fais pas un reproche à l'ARS. Je pense que gérer une crise sanitaire, ça doit être l'urgence tous les jours. Moins commune ARS que le bloc métropolitain avec l'ARS. Bordeaux Métropole avait constitué un pool expert. Ce pool expert était en lien avec l'ARS et ils nous faisaient part de leurs conclusions à travers les réunions thématiques que l'on pouvait avoir et notamment sur la réunion de coordination des DGS. La relation avec l'ARS, c'est tous les jours. On fait un relevé des cas et on est toujours attaché aux consignes de l'ARS. Au niveau des ressources humaines, on s'appuyait sur l'ARS pour détecter tous les cas contacts au sein de la collectivité. Je pense que l'ARS, même au niveau de la crise, est montée en puissance puisque comme tout le monde, ils ont dû s'organiser et ils sont bien entendu, ils ont progressé et leur efficacité maintenant est bien meilleure qu'au tout début. Le premier rendez-vous que j'ai eu avec l'ARS s'est très mal passé, que les directives changeaient assez rapidement dans le temps. Dans l'espace de 3 heures, on pouvait avoir 4 directives différentes sur la gestion d'un centre. Maintenant, je dirais qu'il y a vraiment eu une amélioration, mais c'est normal avec l'expérience. L'ARS nous informe, mais pas en direct, parce qu'ils sont à cette réunion hebdomadaire qui est organisée par la préfecture et par l'agence régionale de santé. Mais en direct, pour des mesures à mettre en place ou pas, non, pas de direct, parce que ça se faisait dans ce temps de réunion. Bien sûr, dans l'organisation des réunions de COD, il y avait le directeur de l'ARS et la relation entre préfète et directeur de l'ARS était bonne, contrairement à pense, un certain nombre de départements. Lors du premier confinement, peu de visibilité sur l'impact de la pandémie au niveau sanitaire. Il nous avait été demandé de prévoir un site en cas de décès de masse. Il a fallu réfléchir, donc bien avec préfecture, ARS, sur le cahier des charges aussi. Que devait comporter ce site? Donc a priori des chambres froides, mais donc on a pu faire des propositions qui répondaient vraiment aux besoins de l'ARS.
On a fait un effort très important pour maintenir la continuité des services publics, quels qu'ils soient. Et sur le reste du territoire, nos petits territoires, souvent, pour pouvoir s'en sortir, on se regroupe en régie. Ramasser les poubelles, c'est un problème de salubrité publique, donc il faut les ramasser. Donc ça, on a pu le maintenir. Il faut saluer l'engagement quand même de ces gars-là. On les a accompagnés, ils ont eu une prime. Malgré tout, on s'en est pas trop mal sortis, quoi. Nos agents ont vraiment été formidables puisqu'ils ont permis aux Pessaquiers de pouvoir continuer à bénéficier des services essentiels, notamment au CCAS. On a même augmenté certains services, notamment le portage de repas. On a mis 2 tournées de plus. Avec d'autres crèches avec un effectif réduit, donc un accueil qui est diminué également. Il y a du personnel touché, il y a des enfants également, donc voilà, on a dû fermer carrément. On a des équipes qui sont un peu affaiblies, mais il y a eu peu de cas quand même. C'est-à-dire que la continuité du service public, c'était vraiment un objectif permanent qu'on s'était fixé. Par exemple, dans les crèches, on est amené à recevoir de plus en plus d'enfants en difficulté, de par les violences intrafamiliales en lien avec Covid. Les structures normalement départementales qui devraient accompagner ne répondent pas. Donc on délègue aux crèches ce genre d'accueil. Au niveau des mairies, dans l'ensemble, on a pu assurer nos missions. 15 jours avant l'annonce du confinement, on a organisé une réunion avec le comité de direction. Cette réunion, on l'avait appelée risque de pandémie. Sur le PCA, donc le plan de continuité d'activité qu'on a réactivé, qu'on a réactualisé, il datait de 2009, comme la plupart des collectivités, donc de la grippe H1N1. Mais on était vraiment sur l'hypothèse de aller travailler qu'est-ce qu'il faut pour un service minimum. On avait travaillé à ce document-là, on l'a adapté. Donc chaque semaine, on produisait une note à l'attention de tous les agents où on réactualisait ce PCA en mesure exceptionnelle de confinement. Par exemple, sur la collecte des ordures ménagères, on a pris la décision de réduire la fréquence de 1 semaine à 15 jours. On avait voulu protéger un maximum les équipes pour qu'on puisse toujours avoir un roulement au moins de 15 jours. Et toujours en présentiel. Et on a filmé, retransmis en live sur Facebook. Bon, on s'est engagé à vouloir le faire de toute façon sur le mandat. On avait prévu de le faire sur le début du mandat, mais on a fait vraiment, on a démarré plus vite. Et du coup, maintenant, systématiquement, tous les conseils municipaux seront filmés. Le conseil municipal s'est tenu en visioconférence à 2 reprises. Alors. Il n'y a pas eu de rupture, en tout cas, dans la vie démocratique. Il a fallu que l'on s'adapte, et puis ça a permis aussi de faire entrer, paradoxalement, un peu plus le numérique dans la vie démocratique, et donc de retransmettre en direct les séances du conseil municipal, ce qui n'était pas, en tout cas pour Pessac, le cas jusqu'à maintenant. Voilà. Donc ça nous a poussé aussi, effectivement, à gagner en transparence, en réactivité, en qualité du dialogue aussi entre les élus, qui du coup partageaient beaucoup de sujets sur la crise sanitaire, et donc de favoriser le débat municipal. Depuis qu'on a été élus, nous n'avons pas fait un seul conseil municipal dans la salle du conseil municipal. À chaque fois, nous avons été dans des plus grandes salles. J'ajouterais qu'on peut réaliser le conseil municipal également en visio, ce qui ne se faisait pas avant. Et puis, la diffusion en direct sur Internet pour le public. Ça a été très compliqué. La vie démocratique, pendant ce temps-là, elle en a pris un coup quand même. Oui, elle en a pris un coup. On a eu la chance déjà que la municipalité ait pu être élue dès le premier tour. On n'a pas eu de conseil municipal pendant le confinement, le premier en tout cas. Et au niveau de l'agglomération, le président avait des droits exorbitants par rapport aux droits communs, ce que le maire n'avait pas en fait. On n'a pas eu besoin de réunir en tout cas le conseil municipal pour la ville d'Agen. Au deuxième confinement, on était beaucoup plus armés des conseils municipaux, conseils d'agglomération qui se tiennent soit en présentiel pour ceux qui le souhaitent, soit en visioconférence. Conseil d'agglomération de décembre a acté la possibilité aussi d'un vote à distance. On se mettait d'accord territorialement sur l'application du protocole tel qu'on le comprenait ensemble. Alors, en ce qui concerne le personnel d'éducation nationale, ils avaient leur protocole. En ce qui concerne les agents municipaux qui travaillent dans les écoles, on faisait des cellules de crise où on se réunissait, on échangeait un petit peu les interprétations, les faire et les uns et les autres. Ensuite, on se mettait d'accord sur un protocole et on le diffusait le mieux possible et le plus vite possible à notre personnel.
Donc nous, on s'est efforcé, par exemple au début, il n'y avait pas besoin de masque pour les enfants. Ensuite, il a été rendu nécessaire au-dessus d'un certain âge. On a commandé en urgence des masques pour les enfants auprès de créateurs locaux. Et puis l'effort qu'on a fait au niveau de la collectivité, c'est de renforcer les moyens humains au niveau des écoles pour qu'il y ait systématiquement, en appui des enseignants, une aide. On les a organisées, ces missions essentielles, autour de souvent de 2-3 personnes. Le maire, souvent des adjoints, pour être sûr de pouvoir couvrir tout ce que l'on a à faire sur une commune. On a demandé à ce que les gens prennent des rendez-vous pour faire des dossiers un peu conséquents. Et puis le hall de la mairie, on l'a organisé différemment, avec porte ouverte, de façon à ce que les gens puissent attendre dans le hall, qui est un espace beaucoup plus important. À Blasimont et dans le monde rural en particulier, le même principe que l'on utilise tout le temps, ça n'a pas changé grand-chose, sauf la fameuse première semaine où on est tous restés bloqués. Les syndicats qui s'occupent de l'enlèvement des ordures ménagères ont fonctionné normalement. Les ordures ménagères bien traitées, les syndicats ont fonctionné. Les déchetteries n'ont pas fonctionné, donc les gens faisaient brûler. On a eu par exemple à organiser l'accueil d'urgence. On avait une école qui était ouverte. Là, c'était le lien avec l'éducation nationale. Surtout, et ça a été finalement ça le plus complexe, et c'était la liste des personnels concernés, parce que au départ c'était très restrictif. Et puis ensuite, on a vu en COD des demandes, par exemple de la DDFIP, demander que leurs agences soient intégrées dans cette liste. Derrière, on a dû organiser aussi l'accueil des centres de loisirs, des crèches. Malgré tout, en maintenant un service minimum, après on avait les services de première ligne, donc effectivement la collecte, la propreté, les services de la police municipale, ça c'est de manière assez évidente, le CCAS, un plan canicule qui s'est transformé en plan finalement Covid, pour essayer d'appeler les personnes qui sont isolées. Il y a eu une demande immédiate faite à tous les directeurs et tous les chefs de service de nous faire remonter vraiment leurs propositions en matière de service minimum. Donc on a eu sur 950 agents, on a eu une centaine d'agents qui se sont portés volontaires pour aller à la collecte, pour aller aider au CCAS, etc. Au tout début, il n'y avait que quelques bureaux qui étaient ouverts. Et petit à petit, ils ont réouvert. Moi, je sais que dans mon quartier, il n'y avait qu'un bureau au lieu des 3 qui étaient ouverts. Et petit à petit, ils sont mis à réouvrir des bureaux. Et au début, ils avaient centralisé l'activité sur quelques bureaux de poste. Ça a été beaucoup plus compliqué, même pour nous, communes, quand on est une agence postale communale, parce que les services avec la poste, ça a été très très difficile pour arriver à remettre en marche cette grande maison. On nous avait dit de ne pas distribuer des instances recommandées ou des colis. Alors c'est la chance des agences postales communales dans un petit village. C'est que vous n'avez pas un carton complet de recommandés. Nous on en avait 19, donc on a pu appeler plus des 3/4 des gens le recommander à ces gens-là. Des colis. Ensuite, il n'y avait plus rien qui nous arrivait. Au moins les gens avaient ce qu'ils s'attendaient. C'est très compliqué pour des gens qui ont un compte à la banque postale. Il faut penser aussi à ces gens-là. Il n'y a pas eu d'accompagnement, chacun se démerde, quoi. C'est quand même ça qui est dur. Hein. La gestion de la crise a été plus l'objet pour nous d'une réorganisation et d'une réaffectation de nos propres moyens, plutôt que la gestion de moyens venant de l'extérieur. On a concentré nos moyens humains ou réaffecté des crédits budgétaires sur des choses qui devenaient indispensables. La ville a effectivement attribué une subvention supplémentaire au CCAS d'1 260 000, donc elle l'a augmenté globalement la subvention d'un peu plus de 10%, en fait, je veux dire, pour faire face à la crise. Les personnes qui d'une certaine façon, ne peuvent pas télétravailler forcément parce qu'il n'y a pas forcément d'activité, peuvent être mises à disposition d'autres services qui ont besoin de renforts pour assurer le service public. On a eu de la part de l'État des aides qui sont arrivées un peu tardivement, mais à la fois en termes de moyens matériels, c'est sur les masques. On a pu bénéficier de dotations, notamment pour les personnes vulnérables. Et on a eu des aides financières, c'est X euros par masque acheté, puis des aides entre guillemets indirectes aussi, notamment des aides de la CAF par rapport aux crèches. Je n'en vois pas
Pour une commune comme Blasimont, on ne nous a pas donné de moyens supplémentaires. On a eu à gérer vraiment quelque chose de très lourd qui concernait nos DSP. Et donc toutes les négociations qu'on a dû mener avec nos délégataires des services publics sur l'impact de la crise sur le service public et avec des négociations plus ou moins dures et notamment, et là pour le coup juridiquement, sur la notion que nous on mettait en avant de l'imprévision contre la notion que les délégataires mettaient en avant de la force majeure. Non, rien du tout. Pratique de l'État, hein. C'est-à-dire qu'il est conseilleur mais pas payeur. On est une ville de 90 000 habitants, ce qui fait que les effectifs de la police nationale sont suffisants, ce qui ne force pas les policiers municipaux à compenser l'absence de policiers nationaux. Par contre, la police municipale avait d'autres missions qui étaient liées aussi au Covid, c'est-à-dire que par exemple, ils ont la gestion de la jauge au marché. Non, absolument pas. On a fonctionné avec les personnels que nous avions dans nos communes. Au contraire, c'est nous qui avons parfois donné un coup de main, notamment sur notre police municipale, pour appliquer les mesures nationales en termes de contrôle, couvre-feu là dernièrement. Des dotations supplémentaires, j'ai pas l'impression qu'on en ait eu. Non. C'est la collectivité qui a engagé des dépenses supplémentaires. Donc on a eu globalement des recettes inférieures et des dépenses supérieures dans des proportions qui sont restées supportables. Oui. Pour les masques. On nous a simplement alloué à une époque des finances sur l'achat de masques. Ça nous permet dans nos petits budgets, ça nous a apporté une petite manne financière qui nous permet de pouvoir vivre parce qu'il y aura un impact financier bien entendu. Non. Après, on a une mesure qui est nationale, qui est le gel du contrat de Cahors. 300 collectivités en France qui sont concernées. Il s'agit de plafonner les dépenses de fonctionnement des collectivités les plus importantes. Je suis élu depuis le 15 mars au premier tour, mais en fonction depuis le 23 mai. Je n'étais pas maire et je n'ai pas été associé pendant la crise, sur le début, à l'installation de tout un tas de choses. Ça n'a pas été très compliqué à Blasimont. Je pense que ça a été beaucoup plus compliqué dans d'autres villages, en fonction des salles, en fonction des fois aussi d'élus qui ne pouvaient pas se rendre, qui étaient des personnes à risque. Non, puisque le confinement a eu lieu juste au premier tour. On a appliqué le protocole recommandé pour le premier tour. Ça a été relativement simple. J'ai toujours fait en sorte, quand je pensais que je pouvais engager ma responsabilité, l'État, et tout d'un coup, suivant comment c'est écrit, ils veulent transférer la responsabilité sur les maires. Alors que c'est eux qui ont la main, c'est eux qui imposent, c'est eux qui doivent assumer les décisions. Et toujours en sorte de ne pas prendre la décision à la place de l'État. Alors, un exemple. Le sous-préfet avait interdit pendant Noël il m'a dit on peut pas faire de mapping. Bien, monsieur le sous-préfet, pas de manège non plus. J'ouvre le journal, je vois que Libourne annonce un mapping, Mérignac annonce un mapping, Bordeaux annonce un mapping. Donc je lui ai découpé le journal. Monsieur le sous-préfet, 2 poids 2 mesures. Il m'a rappelé, il m'a donné l'autorisation de le faire. Il a fallu en tout cas sécuriser les processus juridiques pour pas mettre en difficulté le politique. Inévitablement, il y a eu des moments où on s'est posé la question de savoir si on faisait bien, si juridiquement, je veux dire, on rentrait dans les clous, ou si on se mettait un petit peu en porte-à-faux parfois en prenant des décisions. On a pu se poser des questions, oui. Imaginez, on ne s'est pas abstenu de prendre des décisions. La décision, elle a continué de se faire. Voilà. Mais effectivement, on a dû souvent réinterroger nos décisions. L'envoi de masques qui paraît un élément assez simple, mettre 2 masques dans une enveloppe et de se prendre la reste postale qu'on peut trouver sur la liste électorale, jusqu'à là, ça va. Après, il a fallu qu'on se réinterroge effectivement par rapport à de nouvelles normes, notamment de normes juridiques, dont le RGPD, qui pour le coup, là, a été une expérience grande en nature et on a vécu pleinement toute la réglementation, la protection des données personnelles. Voilà. Donc, ça a pu retarder peut-être les décisions, ça les a pas empêchés en tout cas. Voilà, il a fallu qu'on se réinterroge peut-être un peu plus. Par exemple, est-on favorable au port du masque sur l'espace public à un moment où la question se posait, notamment pendant l'été? Est-ce qu'on a le sentiment que ça va se généraliser ou pas? Est-ce que le faire autour de la mairie, si on le fait pas, est-ce que ça peut engager notre responsabilité si la contamination progresse? C'est pour ça que, par exemple, dans les zones les plus fréquentées durant l'été,
on a souhaité l'instaurer. Encore une fois, dans cette période un peu floue, juillet, août, septembre, sur la fermeture d'un ERP, à partir du moment où on avait 1-2 cas et que les autres étaient encore en phase de test, est-ce qu'on ferme pas? Donc, nous, on a préféré fermer, ne voulant pas engager la responsabilité, que ce soit de l'association ou de la ville, de ne pas avoir fermé, alors qu'il y avait plusieurs cas potentiels en plus. Quand on nous donne des décrets, quand on nous donne des recommandations, on se pose toujours une question. Est-ce que c'est ma responsabilité? Il faut agir. De toute façon, il faut agir. Et on agit avec le bon sens. Et souvent, la réponse qu'on nous a faite à cette époque-là, sur plein de sujets, vous avez obligation de moyens, mais vous n'avez pas obligation de résultats. Alors, il y a une festivité à Blasimont. Là, oui, vous avez un doute, parce que vous avez les organisateurs avec vous, vous avez la vie du village, et là, vous vous dites c'est important. Et surtout que cette barre des 2000 participants, on ne l'atteignait pas à chaque fois. On s'est posé plein de questions pour arriver à trouver le juste milieu. Et on a attendu, pas au dernier moment, mais pas loin, vous ne pouvez pas venir, on annule. Évidemment, après c'était forcément des risques qu'on prenait, qu'on assume. Non, la décision la plus importante qu'on prend par rapport à d'autres collectivités, c'est qu'il faut que le service public continue, et donc on a mis beaucoup moins gens en distanciel et en confinement. En Lot-et-Garonne, on est la seule collectivité qui continuait à lancer des consultations, par exemple de marché public. Là, oui, d'une décision que je prends, mais mémoire, le lendemain de l'annonce du président de la République de confiner. On reçoit un mail le soir même de l'annonce de notre coordinateur SPS, santé, sur un chantier maison de santé pluridisciplinaire dans un quartier politique de la ville, et qui dit confinement généralisé, on arrête tout le chantier, point barre. Là, je lui réponds de manière assez sèche en lui disant mais il n'en est pas question, pas un confinement généralisé puisque on peut quand même travailler. Vous êtes là en plus, on vous paye pour ça, pour organiser les chantiers. Ne dites pas que le chantier s'arrête, on peut l'arrêter un certain temps, le temps de la réflexion, mais par contre, il faut que très rapidement on mette en place les mesures barrières qu'il faut. Mais il faut que le chantier reprenne. Au final, on a repris le chantier avec des mesures barrières, quoi. Donc oui, c'est une responsabilité que j'engageais là pour le coup à titre personnel. Moi, ce que j'ai vu, c'est plus le côté, aujourd'hui, moralement, des personnes, quoi. Le deuxième confinement est très dur. Le premier, on ne sait pas où on allait. Des personnes qui restent quand même isolées, qui ne voient pas leur famille qui est loin, voilà, ça c'est compliqué. Le deuxième confinement a été mieux vécu, plus facile, entre guillemets, à mettre en œuvre, parce qu'il y avait plus de liberté et d'autorisation aussi. Donc. Ce qui a changé, c'est l'expérience. La seule chose qui a évolué, et qui évolue toujours, parce qu'elle évolue tous les jours, c'est que c'est long, que c'est très long. J'essaie d'être diplomate. Au niveau local, pas de difficultés et les relations, elles ont perduré comme elles avaient pu être bonnes au premier confinement, elles l'ont été au deuxième. Au niveau central, j'ai été assez étonné d'un manque de préparation et d'anticipation. Ça a été le cas par exemple de la rentrée scolaire, où au final... Et encore, maintenant, on se retrouve avec des décrets qui tombent et à se poser la question, c'était le cas là, dernièrement, là, il y a une semaine. On se pose la question, mais notre conservatoire rayonnement départemental d'Agen, dans notre école de musique et de danse, est-ce qu'on considère que c'est un établissement d'enseignement, auquel cas il peut rester ouvert, ou est-ce que c'est un établissement culturel, auquel cas il doit fermer? Les administrés arrivaient à la mairie, c'est-à-dire qu'on était le point avec lequel on pouvait avoir une réponse éventuelle, une conversation, un dialogue. Que les administrés ont bien repéré que la mairie était un endroit important qui devait répondre à l'ensemble des questions. Effectivement, on était vecteur un petit peu de tous les baux. Il fallait expliquer que voilà, c'était pas forcément de notre fait, qu'on était aussi, nous, en train de subir la même chose. Sur le deuxième confinement, on n'avait plus ce genre d'appel. Je pense qu'on a aussi beaucoup progressé en communication, en interne et en externe, parce qu'on s'est rendu compte combien la communication pouvait prendre toute son ampleur dans ce genre de situation. Oui, les gens peuvent s'agacer, ils ont du mal à voir qui est responsable de quoi. Néanmoins, les habitants avaient bien compris qu'on était dans une crise sans précédent
et sont plutôt en attente d'explications des collectivités. Dès lors qu'on est là pour leur répondre, leur expliquer des choses, les conseiller, ils étaient quand même globalement agréables. Que des gens vont venir par la suite nous taper dessus et on se pose toujours cette question-là. Alors, c'est pas que pendant la crise. Gérard Larcher dit souvent, un bon élu, il est à portée de bise parce qu'il est à portée d'engueulade. Qui était l'élu préféré des Français il n'y a pas si longtemps que ça, et qui, à mon avis, l'est encore, mais aussi est devenu le punching ball préféré des Français. On a beau expliquer, vous en avez 10 qui comprennent, mais le 11e, il comprend pas. Ouais, mais c'est toi qui as interdit. C'est toi qui nous ferme la salle des fêtes. Chaque fois qu'on dit oui, on aime le maire. Chaque fois que le maire dit non, il est détestable. Je pense qu'on sortira de cette crise au niveau de l'État, en tout cas je l'espère, avec une autre vision de la déconcentration et donc de la nécessité d'avoir à proximité des décisions locales des préfets, des secrétaires généraux qui puissent avoir des prérogatives plus importantes. Après, moi j'ai été très surpris 15 premiers jours du confinement de mars par notre incapacité collective à pallier les carences des grandes associations caritatives. Démarrer un mandat pour nous tous, dans ce contexte-là, avec ces conditions-là, là on sent qu'on a quand même de la considération, qu'on nous demande à faire en termes de choix, de responsabilité, mais tous les jours, c'est rocambolesque, quoi. Il faut qu'on arrive à se serrer les coudes, il faut qu'on arrive à essayer de pas subir le rythme, sinon on ne tiendra pas, quoi. C'est pour ça que ça rejoint, l'État doit assumer jusqu'au bout. Il doit aider à coordonner, il doit aider à mettre des moyens. L'État a pu voir aussi que les collectivités avaient encore une fois une capacité très importante de réactivité, d'efficacité, de pouvoir redéployer de nombreux moyens matériels et humains, que quand l'État n'a pas toujours effectivement les moyens adéquat. Pour autant, il ne faudrait pas que l'activité des collectivités locales ne se résume plus qu'à la mise en place ou à l'application de normes édictées par l'État. Il me semble que les élus locaux, dès lors que l'État prend des décisions générales, les élus locaux regrettent souvent qu'il n'y ait pas eu un regard local qui tienne pas compte des spécificités. Et donc, dans les délais très courts où les décisions devaient être prises, je pense que l'État a préféré laisser déléguer au local, avec un cadrage un peu général, la prise d'un certain nombre de décisions en confiant au préfet le soin d'échanger en direct avec les maires. Et donc cette habitude-là, il y a des chances que ça perdure pour gérer les crises de ce type. Le service après-vente, c'est un peu à nous de le faire, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois de là où je suis. L'État vient de vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Si on nous donnait la possibilité aux élus locaux de pouvoir adapter, notamment dans le monde rural, où on connaît notre population, où on connaît nos associations, en proximité, puisqu'on vit avec eux, on pourrait adapter encore plus les mesures et peut-être des fois les rendre moins incohérentes et je dirais moins injustes vis-à-vis de la population, que les pouvoirs publics aient une vraie et réelle confiance en l'élu local. On a besoin d'un socle commun. Mais en même temps, si on veut être bon, on ne peut pas ne pas tenir compte du territoire et de l'endroit où on vit. On va terminer par une note plutôt positive. On a mis en place des stratégies qu'on n'aurait sans doute jamais mises en place dans un contexte plus normal. Ça nous a obligés à réfléchir, à mettre en place des fonctionnements, la solidarité, à inventer, à créer beaucoup de choses qui finalement peuvent continuer à perdurer dans nos fonctionnements. Par exemple, réfléchir sur le télétravail, on ne serait peut-être pas allé dans un premier temps de façon généreuse sur ce sujet-là. Maintenant, on se repose des questions, on a de l'expérience par la force des choses. Voilà, on peut se poser des questions sur certains sujets qui nous mettent en branle-bas maintenant, alors que peut-être on aurait reporté la réflexion ultérieurement.